Vendredi 14 janvier, Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre. Tout de suite, les titres de ce journal. Tunisie, ce 14 janvier marque le 11e anniversaire de la chute de l'ex-président Zine El Abidine Ben Ali. Qu'en est-il de la situation actuelle du pays? Élément de réponse dans un instant. Manifestation au Mali pour dénoncer les sanctions de la CEDEAO. Au même moment, la solidarité ouest-africaine de la société civile s'organise pour dénoncer ce qu'elle qualifie de sanctions honteuses. Santé, Nuvaxovid, un 5e vaccin contre la Covid-19 fera son entrée en France en février, un sérum basé sur une technologie classique. La Suède quitte la force Takuba au Sahel. Ce retrait de l'opération regroupant des forces spéciales européennes se fera courant de cette année. Et nous le disions à l'instant en titre, c'était il y a 11 ans, jour pour jour, le 14 janvier 2011, les Tunisiens exultaient dans les rues à l'annonce du départ du président Zine El Abidine Ben Ali après 25 ans de pouvoir. Où en est la situation aujourd'hui en Tunisie? 11 ans après, quel bilan peut-on donner? Élément de réponse avec Leïla Gartal. 11 ans après la chute de Ben Ali et son départ précipité par les manifestations gigantesques des Tunisiens qui scandaient en chœur « Ben Ali dégage », qu'est-il advenu de la Tunisie? Où en sont les Tunisiens de leur rêve de liberté? Si un bilan devait se faire, l'après Ben Ali a-t-il été à la hauteur des attentes du peuple tunisien? Eh bien, la réponse ne semble pas très ambiguë. 11 ans après, la Tunisie est passée par plusieurs périples politiques, élections anticipées, élections présidentielles, législatives, la venue d'Ennahda, les mouvements de contestation, bref, une véritable effervescence de la scène politique qui aurait pu constituer un signe de bonne santé sociale et politique, si ce n'est ce malaise social et une mauvaise gestion d'Ennahda qui a conduit le pays droit vers l'impasse. Une fois de plus, la société civile est mise à l'écart et un semblant de pouvoir autocrate a commencé à prendre forme, additionné à un véritable blocage institutionnel. Le président Kais Saïed remet le compteur à zéro et dissout les institutions politiques en engageant un calendrier de réformes susceptibles de sortir le pays de la crise. La grogne sociale met les alertes rouges et donne le ton. Ajouté à une crise sanitaire de Covid-19, la Tunisie étouffe. 11 ans après la chute de Ben Ali, la Tunisie se retrouve aujourd'hui dans une position très peu enviable. Le président tunisien tente aujourd'hui de sortir le pays de la crise et de relever les échéances de 2022. Et on reste en Tunisie avec ces images de manifestations. Ils étaient nombreux à avoir répondu à l'appel du parti Ennahda à manifester contre les décisions du président tunisien Kais Saïed. Pour rappel, la Tunisie, qui fait face à un pic de contamination, avait durci les mesures afin d'endiguer les risques de propagation de la Covid-19. Les rassemblements sont interdits dans le pays depuis hier, jeudi. Autre manifestation, cette fois au Mali. Ils étaient des milliers à battre le pavé pour dénoncer les sanctions de la CEDEAO contre leur pays. Les manifestants, à travers ce mouvement de protestation, ont également affirmé leur détermination à refuser toute forme d'ingérence dans les affaires internes du Mali. Au même moment, la solidarité ouest-africaine de la société civile s'organise pour dénoncer ce qu'elle qualifie de sanctions honteuses. Tine Makassi. Ils étaient des millions à avoir pris d'assaut la rue en ce vendredi au Mali, à travers les 4 coins du pays, grandes villes, capitales, villages. Ils répondaient aux appels largement relayés sur les réseaux sociaux pour dénoncer les sanctions de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest contre le Mali. Les Maliens se sont donné rendez-vous après la prière du vendredi, 14h heure locale. Les présents se sont accordés sur le mot d'ordre, stop à l'ingérence étrangère, mais aussi pour affirmer leur soutien aux autorités de la transition. Les mots d'ordre ne sont autres qu'une mobilisation, une forte mobilisation
une démonstration de force pour dire que le peuple malien est avec les autorités actuelles de la transition. Cette marche de mobilisation s'est étendue sur toute l'étendue du territoire national, dans toutes les régions du Mali. Cette mobilisation, affirmée les Maliens, est la première d'une grande liste pour sortir le pays de la crise par et pour les Maliens. C'est pour aussi montrer à la France et à la CEDEAO à la fois que nous sommes un peuple déterminé, engagé et un peuple prêt à reconstruire sa nation. Aux côtés des Maliens, les peuples africains ne cessent d'envoyer des messages forts, du Nigeria au Sénégal, passant par la Guinée, le Burkina Faso ou encore le Kenya. Partout sur le continent, les panafricains se mobilisent et appellent la CEDEAO à retirer les sanctions dont les conséquences risquent d'être dramatiques pour le peuple malien. Et les partis d'opposition nigérians ont appelé jeudi à la levée des sanctions de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest contre le Mali. Ces partis ont lancé le rappel dans un communiqué qui indique, je cite, « L'opposition politique nigérienne demande à la CEDEAO et à l'Union économique et monétaire ouest-africaine de reconsidérer leur position et d'accompagner le vaillant peuple malien qui n'a toujours aspiré de par l'histoire récente et ancienne qu'à la paix et à la prospérité ». Fin de citation. Toujours dans le dossier Mali, cette annonce de Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, qui a exigé hier du gouvernement de la transition malienne un calendrier électoral acceptable en dépit d'une mobilisation générale dans le pays et à la diaspora. Guterres s'exprimait lors d'une rencontre avec des journalistes à New York. Il a précisé espérer entrer en contact rapidement avec le gouvernement malien. Et cette suspension de l'aide budgétaire au Mali, annoncée hier par le haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Josep Borrell. Il ajoute ne pas suspendre pour autant les missions de formation et d'assistance aux forces maliennes. Borrell s'exprimait lors d'une conférence de presse tenue à l'issue d'une réunion informelle des ministres de la Défense de l'Union européenne hier à Brest, ville portuaire située au nord-ouest de la France. Au Burkina Faso, plus de détails sur la tentative présumée de coup d'État ont été dévoilés. Le général de brigade Aimé Barthélemy Semporé, ministre burkinabé des armées, est sorti de son silence pour donner des informations sur la tentative présumée de déstabilisation des institutions de la République. Il a précisé que 15 personnes ont été interpellées par la gendarmerie nationale dans le cadre de l'enquête sur justement la tentative présumée du coup d'État. Selon le ministre des Armées, cette procédure judiciaire a été ouverte suite à une dénonciation d'un militaire qui aurait été contacté par des individus pour rejoindre le groupe afin de mener ces actions de déstabilisation. Dans le dossier santé, un 5e vaccin contre la Covid-19 fera son entrée en France en février. Il s'agit de Nuvaxovid du laboratoire américain Novavax. Ce sérum est basé sur une technologie classique. La Haute Autorité de Santé a donc donné son feu vert. Sa commercialisation cet après-midi. 4 vaccins étaient jusque-là autorisés en France, à savoir Pfizer, Moderna, AstraZeneca et Johnson. Et justement, en parlant de la Covid-19, dans le dossier santé toujours, la prière du vendredi sera suspendue les 14 et 21 janvier en Tunisie en application des décisions gouvernementales pour lutter contre la nouvelle vague épidémique, annonce faite par le ministère des Affaires religieuses. Le gouvernement avait décidé cette semaine l'interdiction durant 15 jours de tout rassemblement dans les lieux publics et privés, fermés ou ouverts. Un couvre-feu nocturne de 22h à 5h a également été décrété. Et puis en France, ils étaient près de 78 000 personnes à manifester hier dans plusieurs villes du pays, dont 8 200 à Paris, pour protester contre la valse des protocoles sanitaires liés à la Covid-19, notamment au sein de l'Éducation nationale, et ce d'après le ministère français de l'Intérieur.
Et cette affaire qui ne cesse de connaître des rebondissements. Le visa du tennisman serbe Novak Djokovic, numéro 1 mondial, de nouveau annulé par le gouvernement australien. Le ministre de l'Immigration Alex Hawke a pris cette décision ce vendredi matin. Les avocats du numéro 1 mondial peuvent encore le contester. La participation de Novak Djokovic à l'Open d'Australie, justement, qui débute lundi, est donc de nouveau compromise. Le président américain a essuyé un nouveau revers. La Cour suprême des États-Unis a bloqué sa décision d'imposer le vaccin anti-Covid dans les entreprises de plus de 100 salariés. La haute juridiction a en revanche validé l'obligation de vaccination pour les employés des structures de santé qui bénéficient de fonds fédéraux. Aux États-Unis, où le virus a fait plus de 845 000 morts, seulement 62% de la population est totalement vaccinée en raison de fractures politiques très marquées sur la question. En plein pourparlers entre Moscou et les Occidentaux à Genève, le ministre des Affaires étrangères russe, Sergueï Lavrov, a accordé ce matin un point presse à travers lequel il est revenu sur la situation en Ukraine notamment et les relations entre les deux parties, des relations qui ont connu un frémissement ces derniers mois. Moscou s'est dit attendre les garanties sécuritaires de la part des Occidentaux. Plus de précisions avec Amine Touta. Après un enchaînement de réunions entre la Russie et les États-Unis et l'Alliance OTAN, le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, s'est exprimé sur la situation en Ukraine, estimant que l'adhésion de Kiev à l'OTAN serait une ligne rouge et que Moscou n'accepterait pas ce genre d'alliance, tout en rejetant la présence de bases occidentales dans ce pays. Pour ce qui est des garanties sécuritaires exigées par le Kremlin aux Occidentaux, Lavrov s'est dit attendre une réponse occidentale aux propositions formulées. Nous avons besoin de garanties juridiquement contraignantes. Les promesses orales n'ont jamais été tenues par nos partenaires occidentaux. Lors de ce rendez-vous annuel, le ministre russe a estimé que l'Occident, et en particulier les États-Unis, ont une volonté de concevoir une autre idéologie des relations internationales. Concernant les derniers développements qu'a connus le Kazakhstan, pour Lavrov, les forces de maintien de la paix ont permis de faire face à la menace terroriste dans ce pays. Notre travail dans le cadre des forces de maintien de la paix a aidé les autorités kazakhes à contrecarrer la menace extrémiste terroriste. Une allocution qui coïncide avec une série de tensions entre Moscou et Washington d'un côté et l'Alliance Atlantique, suite au récent déploiement de troupes russes près de la frontière ukrainienne et les accusations mutuelles entre les deux parties. Et suite à la réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne, le chef de la diplomatie européenne s'est exprimé aux côtés du ministre français des Affaires étrangères. Parmi les sujets abordés, la relation avec Moscou et les dossiers ukrainiens et maliens. Le haut représentant de l'Union européenne pour les Affaires étrangères et la politique de sécurité, Josep Borrell, a exhorté, je cite, les 27 pays à prendre des mesures concrètes pour faire face à la Russie. Fin de citation. Toujours concernant le dossier ukrainien, la série de rencontres diplomatiques se poursuivra cette semaine entre la Russie et les alliés occidentaux. Et on reste en Europe. La Suède annonce quitter la force Takuba au Sahel. Ce retrait de l'opération, regroupant des forces spéciales européennes au Sahel, à l'initiative de la France, se fera courant de cette année. Le Parlement suédois avait approuvé en 2020 le déploiement de 150 membres des forces spéciales dans le cadre de l'opération Takuba et de 250 soldats supplémentaires au sein de la MINUSMA. Un retrait de la Suède après l'annonce de Emmanuel Macron en juin 2021 de la fin de l'opération militaire Barkhane au Sahel. Et direction le Royaume-Uni, où les feux des projecteurs sont braqués sur Boris Johnson. Une autre fête a été révélée après la scandaleuse soirée à Downing Street. C'est le journal The Telegraph qui dévoile cette fête à la veille des funérailles du prince Philippe, alors que le pays était en deuil national et toujours en plein confinement. Les services du Premier ministre britannique Boris Johnson se sont excusés auprès de la reine Elisabeth II aujourd'hui. Plusieurs députés conservateurs se sont joints à l'opposition pour réclamer la démission de Boris Johnson.
Et en Afghanistan, une manifestation a eu lieu hier dans la province de Faryab, dans le nord du pays, après la détention du commandant taliban d'origine ouzbek, Madoum Alim Rabbani, par les forces talibanes. Les manifestants ont exigé la libération urgente de Madoum Alim Rabbani. Les véhicules et les armes de talibans d'origine pachtoune ont été confisqués par des membres ouzbeks des talibans dans la ville de Maïmana. Et puis en Indonésie, un puissant tremblement de terre d'une magnitude de 6,6 a frappé aujourd'hui au large de l'île indonésienne de Java. C'est ce qu'a déclaré l'agence météorologique du pays, incitant certains habitants de la capitale Jakarta à fuir les bâtiments dans la panique. L'agence météorologique indonésienne a déclaré que le tremblement de terre s'est produit à 52 km au large de la province de Banten, à une profondeur de 10 km, mais qu'il n'était pas susceptible de provoquer un tsunami. On va parler sport, on va parler football avec la Coupe d'Afrique des Nations. Aujourd'hui, la Guinée et le Sénégal ont fait match nul cet après-midi à Bafoussam pour le compte de la deuxième journée du groupe B. Pourtant, les Lions de la Teranga et les Sili avaient l'occasion de se hisser en huitième de finale après la victoire au premier match. Ceci dit, les deux sélections restent en tête du classement avec 4 points chacun. Et pour en parler avec nous en direct, Faisal Saleh, il est en direct depuis Douala, au Cameroun. Bonsoir Faisal, comment l'équipe nationale se prépare pour le prochain match qui aura lieu dimanche face à la Guinée équatoriale ? Bonsoir Fatma, bonsoir tous les téléspectateurs de Al 24 News. On est à Japoma Stadium. L'équipe nationale prépare sereinement son match face à la Guinée équatoriale. En ce moment, ils sont à l'annexe de ce stade pour l'entraînement d'aujourd'hui qui était fermé pour la presse. On rappelle que l'équipe nationale algérienne a effectué aujourd'hui une séance d'entraînement à partir de 17h. La séance elle était avancée parce que tout simplement l'entraîneur Djamel Belmadi a vu qu'il y avait un problème par rapport à l'éclairage de l'annexe du stade de Japoma Stadium. Donc il a préféré avancer un petit peu la séance d'entraînement d'aujourd'hui. Aujourd'hui, les Verts ont effectué une séance vidéo afin de voir leur adversaire, la Guinée équatoriale. À 13h, il y avait la prière et à partir de 17h, le bus de l'équipe nationale est parti pour rejoindre le stade de Japoma Stadium pour l'entraînement. Il faut rappeler que demain, il y aura la conférence de presse de Djamel Belmadi à partir de 13h et aussi la zone mixte qui sera à 18h dans l'entraînement officiel de l'équipe nationale d'Algérie. On rappelle que l'arbitre pour cette rencontre face à la Guinée équatoriale, il vient de Guatemala. L'arbitre, il s'appelle Mario Escobar. Avec moi, un des organisateurs, on va dire un des gars des volontariats, il s'appelle Paul Biya. Ce n'est pas le président, mais c'est un volontaire dans le stade pour les médias. Il va nous raconter un petit peu comment ça se passe, la préparation pour ce match de dimanche à 20h face à la Guinée équatoriale. Bonsoir, chers téléspectateurs, bonsoir. Le match, l'organisation se passe bien. L'organisation se passe bien puisqu'on aura beaucoup de travail à faire. Nous avons 4 conférences de presse à tenir ce jour, dimanche. Je pense que l'Algérie sera en dernière position, qui passera à 13h45. Bon, préparatif, nous sommes là, nous mettons en place tous les dispositifs pour que tout ne soit pas comme le passé, comme il y avait trop de désordre, trop de désarguements. Bon, je pense que cette fois-ci, il n'y aura plus ce désordre-là. Et derrière moi, nous avons une camionnette qui est en train d'arranger la pelouse pour le match, croyant que l'Algérie va gagner. Bonne chance à l'Algérie. Bonne chance à l'Algérie, c'est ce qu'il dit Paul Biya. Je vous rappelle, Fatma et téléspectateurs de Al 24 News, que demain, il y aura la conférence de presse à partir de 13h et aussi la zone mix à 18h. Et pour rappeler aussi les Algériens et pour les assurer, il n'y a pas de cas Covid au sein de l'équipe nationale. Donc, Djamel Belmadi aura les 28 joueurs pour ce match. Faisal. Et j'espère que les Verts vont frapper fort. Salah Faisal,
Al24 News en direct de Douala, Stadium Japoma. Merci Salah Faisal. Je le rappelle, vous étiez en direct avec nous depuis Douala au Cameroun. Et c'est sur ces mots de sport que nous clôturons ce journal. Merci de votre attention. Tout de suite, un point météo avec Amel Ameziane Zitouni. Retrouvez Riyad Lahri demain pour votre journal du 13h. D'ici là, je vous souhaite une excellente soirée sur Al24 News.